4e vidéo. Objet aquatique non identifié dans la mer. Des témoignages en mer, hein, la 4e vidéo du livre La grande mystification des forces intelligentes inconnues. C'est numéro 2. C'est très intéressant. Et après j'arrête là. Vous avez imaginé si j'avais fait une vidéo sur les 4, ça aurait fait un truc de 1 heure ou 1 heure. C'était trop. De toute façon, moi c'est mitigé parce que le problème c'est qu'il y a des gens, des abonnés, c'est bien. Mais le problème c'est qu'ils me disent, moi il me faut une vidéo de 20 minutes, il y en a un autre qui va dire il faut 10 minutes, il y en a un autre c'est un quart d'heure, il y en a un autre c'est une demi-heure. Moi je peux pas. En fait moi tout est varié mes vidéos, donc ça correspond au, voilà. Je peux pas, c'est tout, ça dépend ce que je dis. Il y a des vidéos quand je dis ça dure 10 minutes, il y en a un autre c'est 25 minutes, je sais pas. C'est vraiment un peu le hasard des fois, donc je peux pas faire autrement. Enfin, si avec ça. Oui parce que c'est un peu la problématique on va dire. Mais bon c'est pas. Mais là, quand c'est plus d'1 heure, c'est pas la peine. Sauf quand je fais des collages, comme les vidéos d'Andreas que j'ai déjà fait, bon, 40 minutes, 45 minutes, d'accord. Mais je passe tout le temps, c'est plutôt rare. Mais sinon, non, c'est pour ça que je préfère faire un quart d'heure par-ci, 20 minutes par-là, 10 minutes, bon c'est comme ça, c'est tout. Après c'est mon habitude. Alors, petite 4, what is it? On va continuer et on va reprendre ça tout de suite. Ça sera la dernière partie. 4, témoignages en mer. Objet aquatique non identifié. Allez, c'est reparti. What is it? Dans un autre livre de bord, celui du bateau argentin Naviero, appartenant à l'Argentine Shipping Line Company, un autre cas se trouve couché pour la journée du 20 juillet 1967. Il s'est déroulé à 20h15 à 120 miles au large du Brésil, au Cap, en face du Cap Santa Marta Grande, état de Santa Catarina. Résumons-le à l'essentiel. Les officiers et les hommes d'équipage prennent leur repas du soir. L'officier Georges Montoya annonce par l'interphone qu'il a quelque chose près du navire. Le capitaine Julian Lucas Ardanza monte sur le pont et voit dans la mer un objet brillant allongé à une quinzaine de mètres sur le tribord. Il est en forme de cigare et long de 32 à 34 mètres. C'est mes préférés les cigares. Donc il semble autolumineux selon les propos du Carlos Lasca. Lasca, oui. Diffuse une forte lueur bleu-blanc et ne fait aucun bruit. Il ne s'y trouve pas de périscope, de lisse, de tourelle, ni de superstructure. Autrement dit, pas de gouverne externe, ni de partie saillante. Cet engin suit le bateau pendant un quart d'heure, puis il plonge brusquement, passe sous le Naviero et disparaît dans les profondeurs à grande vitesse, car en s'éloignant, il brille vivement sous l'eau. Non, ce n'était pas un sous-marin et pas davantage une baleine lumineuse. Bon. Justement, il parle du blanc-bleu, c'est les couleurs que je viens de mettre derrière. C'est avec le truc, le projecteur, là, le Galaxy. Là. Vous trouvez ça sur Amazon. Comme par hasard, c'est bleu-blanc. Bon, de toute façon, si je fais exprès, hein, c'est par rapport à la mer et tout ça. Bon. Maintenant, deuxième. Alors là, c'est intéressant. C'est 2 créatures, le titre. 2 créatures. Oui, là. D'Espagne, nous est parvenue la relation très courte d'une rencontre rapprochée faite en mer par un pêcheur à bord de son bateau. Elle s'est produite dans la seconde quinzaine de septembre 1968 et la concision de sa relation publiée dans la presse locale se résume par quelques phrases suivantes. 2 effrayantes créatures au visage jaunâtre, commence fort, hein, portant de légères tenues noires sont sorties d'un objet ressemblant à une bouée. Le pêcheur Joan Balesta, 52 ans, était dans son bateau près de l'îlot Cargol quand il observait l'objet et les entités à une distance de 10 mètres. Un incident a été rapporté aux autorités, lesquelles n'ont trouvé aucune trace. D'après le chercheur espagnol Julian Ballester Olmos, qui signale 2 sources, voilà, on n'en sait pas plus. Vous voyez, déjà, des histoires très courtes. Mais en tout cas, c'est quand même 2 créatures au visage jaunâtre et à la tenue noire, sorties d'un objet ressemblant à une bouée. Ça m'étonnerait que ce soit des humains. Hein. Je pense que non, ça colle pas du tout. Terreur à bord, nouvelle histoire. Voici un témoignage obtenu dans un pays rarement cité en ufologie, la Papouasie. Ouais, ça c'est vrai. Une nuit d'avril 1970, M. Albert Robbins, directeur d'un magasin à Rabaraba, district de Milne Bay, se trouvait en mer à bord d'un petit bateau à moteur. Il se rendait à Rabaraba, à Cap Vogel, non loin au nord de Goodnoe Bay. La nuit était claire et la mer calme. Il y avait 5 hommes d'équipage, tous des papous, qui ont été aussi témoins du fait décrit ci-après. Vers 2 heures,
du matin. C'est vraiment de bonne heure, c'est 10 heures, c'est marrant. Vers 10 heures du matin, une brillante lumière est apparue sous la mer à tribord du navire, puis un objet brillamment éclairé a fait lentement surface, une partie hors des flots, l'autre immergée. Monsieur Robbins a jugé sa longueur à 80 pieds, c'est-à-dire 24 mètres. Déjà pas mal. Et 4 fois plus longue que haute. Mais cette estimation reste approximative pour ne pas rien dire arbitraire. Il est en forme de cigare, encore une fois. Cigare. Ses deux extrémités sont pointues et la surface supérieure est plate. Cet objet semble avoir une coque lumineuse dont la lumière est éblouissante. Il se déplace exactement à la même vitesse que le bateau et après 4 minutes finit par le dépasser. Tous les témoins étaient terrifiés. Monsieur Robbins tente de revenir vers la côte mais Loani suit le petit vaisseau. Finalement, après 2 tentatives de fuite effectuées en cercle, l'objet s'éloigne enfin au grand soulagement des témoins. Puis il s'enfonce dans les profondeurs jusqu'à ce que sa luminosité diminue pour s'estomper complètement. Bah oui, j'imagine la frayeur. Surtout un objet que tu connais même pas, qui surgit d'un seul coup comme ça. Un truc vraiment hallucinant. Bon, c'est un peu logique. L'enquêteur qui a interrogé personnellement M. Robbins le connaissait déjà depuis 5 ans, ce qui a permis d'affirmer que c'était un homme sérieux. C'est aussi lui qui a effectué une enquête sur la grande vague d'OVNI de 1959 en Nouvelle-Guinée, paru dans le numéro spécial numéro 4 de la FSR. Enfin, il signale que la lumière éblouissante élimine une éventuelle bioluminescence, comme certains dépréciateurs amateurs de plancton lumineux aiment affirmer véhémentement pour expliquer les OANI. Non, ça n'a strictement rien à voir, surtout qu'il avance. Donc, toujours à trouver des explications qui ne tiennent pas la route. C'est très simple, hein. C'est un truc qui me sidère. Oui, des fois ça peut être quelque chose, je peux comprendre, mais là quand c'est des trucs comme les entités d'un vent qui sortent, je sais pas, d'une sorte d'ovni en forme de bouée quand même, avec la peau jaunâtre, c'est quoi, c'est des planctons. Bon bref. Bon. OVNI sur pellicule, nouvelle histoire. Non mais il y a de quoi rire, hein, des fois, on se demande, bon bref. Ce cas est relatif à une photo surprise. Elle a été publiée dans une revue spéciale à laquelle ont collaboré plusieurs hauts responsables des anciennes de l'IHEDN, et ont œuvré pour le compte du ministère de la Défense. Ce rapport, initialement réservé au président de la République, a ensuite été rendu public puisqu'elle a été éditée et vendue par tous les marchands de journaux de France et de Navarre. Je pense qu'en France, le seul président qui avait un petit intérêt pour l'ufologie, il n'y en avait qu'un. Je pense que c'était Mitterrand. Je suis pas sûr, hein. Je crois que c'était le seul qui s'intéressait vraiment à l'ufologie, mais sans plus. Après les autres, après je ne vais pas rentrer dans la politique, bon, bref. Mais je pense que c'était le seul. Il me semble que c'était Mitterrand. Mais bon, je pense qu'il était intéressé par ça. Oui, parce qu'après il y a eu le rapport Cometa en 99. Mais lui il était déjà plus là, ou c'était Chirac, je sais plus. Chirac s'en foutait complètement. De Gaulle c'était pas son truc. Non, je crois que c'était Mitterrand. Bon, bref, je crois que c'était le seul. Malheureusement, cela s'est passé dans l'indifférence totale des grands médias, ce qui surprendra sans doute les lecteurs non avertis, mais cela n'a pas été notre cas. Comme bien d'autres chercheurs, après avoir exposé précédemment l'opinion de M. Sanderson, alors qu'on en parle de plus en plus l'ufologie, et en France, on est quand même bien ciblé. Bien ciblé, on en parle de plus en plus. En France, on en sait des trucs, vous savez, on en cache. Je serais bien étonné, il n'y a pas que dans les autres pays. Ici, c'est costaud aussi. Nous estimons qu'il est inutile de revenir ici sur l'inertie des journalistes à la botte du gouvernement. Ce que je viens de dire là, c'est bon, on a compris. Toute étiquette politique confondue, d'autant que nous le réserverons un traitement spécial dans le chapitre 13. Et comme par hasard, je viens de parler de politique. Malheureusement, cela s'est passé dans l'indifférence totale des grands médias. Bah oui, ça n'intéresse personne. Mais c'est toujours bouche cousue, bon bref, alors qu'on en parle de plus en plus. Il y a bien un moment, il faut enlever ses doigts du... Faut être vulgaire, Bon. Revenons à ladite photo. Il s'agit d'un des clichés, le seul du genre, pris le 4 septembre 1971 par un avion de l'Institut. Je vous rappelle que c'est quand même historique, ce qui se passe là. C'est de plus en plus, c'est historique, mais bon. Donc ils dorment. L'Institut géographique national du Costa Rica, au-dessus du lac de Côte, sur la cordillère de Tilarán. C'est le cliché numéro 300 qui a été reproduit dans notre source. Il montre un objet d'apparence circulaire et métallique qui semble entrer ou sortir du lac. Les clichés pris immédiatement avant numéro 299 et après numéro 301 à 20 secondes d'intervalle ne montrent rien en ce même endroit du lac. Ça fait penser un peu comme ce qu'on retrouve sur Mars, une sorte d'insectoïde géant, et le cliché d'après, il n'est plus là. Donc c'est pas un hasard non plus. Ça, Andrea, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, sur des vidéos de Mars. Bon. Comme par hasard. L'examen minutieux des 3 négatifs originaux apportés par Jacques Vallée, le grand Jacques Vallée, en 1990, en vue de numérisation très fine à l'aide d'équipements de la défense, a permis d'éliminer formellement l'hypothèse d'une anomalie liée au film.
Si cet objet se trouve au niveau du lac, il devait en faire environ 50 mètres de diamètre. C'est pas rien, hein, quand même. Quelques travaux effectués par des chercheurs Jacques Vallée et R. Haynes, H-A-I-N-E-S, C. Perrin de Brichambault et F. Louange ont pu indiquer que l'objet semblait émettre une lumière, j'allais dire une lueur, enfin une lumière propre et opérer un mouvement de basculement à l'instant de la prise de vue, rapport du cométa. Comme par hasard, je viens de parler du rapport cométa, et on vient du... Je vous dis, des fois, je fais même pas attention. Je m'en souviens même plus de ce qui était marqué dedans, et comme par hasard, on parle du rapport du cométa. J'en ai parlé il y a 3-4 minutes. Hein, bon, bref. Notons que dans la longue bibliographie publiée à la fin de ce rapport, la version française du livre d'Ivan Sanderson cité précédemment n'y figure pas, alors qu'il aurait été logique de le trouver puisque la photo en question est également reproduite en couverture. Par contre, les livres des debunkers américains Philip J. Klass et Karl Flock et du colonel Richard L. Weaver, je pense à Sigourney Weaver, ils sont. Nous nous consolerons et nous disons qu'ils ne sont jamais dans les nôtres. Nous ne résistons pas à l'envie d'exprimer encore une fois l'idée que cet événement n'est pas le fruit d'un simple hasard, mais plutôt d'un hasard calculé par le générateur de cet objet qui pourrait bien n'être qu'un faux ovni imprimé par ses soins sur la pellicule, comme c'est probablement le cas par de nombreux clichés. Alors il y a ça aussi, juger est authentique et non le résultat de trucage bassement humain. Oui, ça arrive aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent tu as des faux trucs, mais parmi les faux trucs, il y a quand même beaucoup plus de vrais que de faux. Trucage bassement humain. Se reporter à notre livre Cider 1, page 242, bon, et démontrer que le cliché réalisé lors de séances de spiritisme pouvait se faire dans des conditions totalement incompatibles et même impossibles avec les règles établies dans le domaine de la photographie. Nouvelle histoire en Algérie indépendante. Les observations issues de l'Algérie indépendante sont rarissimes, car outre les tabous gouvernementaux, il y a les tabous religieux. Cet incident, bien que différent des autres de cette catégorie, mérite quand même d'être signalé car il y a deux observations dans le même secteur, l'une en mer, l'autre à terre, à partir d'un port, peut-être relative au même phénomène. Certes, les dates ne sont pas les mêmes, mais elles sont proches. Petit 1, un ovni est aperçu le 15 février 1972 vers 20h30 à une cinquantaine de mètres au-dessus de la mer, au large de Fouca. Les témoins des pêcheurs ont affirmé que cet objet, dont le soubassement était constitué par une sorte de cylindre, dégager des étincelles rouges à une cadence très accélérée. Voilà. Petit 2, Monsieur Ali Attaba, administrateur au ministère du Travail et des Affaires sociales, déclare avoir vu l'objet volant dans la nuit du 18 au 19 février. Oui, parce que juste avant, c'était le 15 février. Alors qu'il se trouvait au port de Fouca avec un ami. Selon lui, cet objet flottait à la surface de la mer à 1 km environ du port qui se trouve à 30 km au sud-ouest d'Alger. Si vraiment cet objet flottait sur les eaux, il y a de fortes chances pour qu'il ait été un OANI. Nouvelle histoire, là c'est très intéressant aussi. Base sous-marine extraterrestre. John Avis, A-V-I-S, aurait été capturé par des aliens avec son épouse et ses deux enfants le 27 octobre 1974, près d'Alveley, en Essex, c'est-à-dire en Angleterre, avec son épouse. Bah, ce sont des enlèvements, j'ai fait exprès, RR3, c'est quand même, de toute façon je reviendrai sur ce livre là, c'est le dossier des rencontres du troisième type en France et c'est avec 364 de rencontres du troisième type, 331 en France et 29 en Belgique, répertoriés et passés au crible. Cet ouvrage se présente comme le seul document historique sur les ufonautes parus en France à ce jour, ce livre là. Vous trouvez encore, logiquement. Alors, je sais pas s'il a fait des autres livres, ce monsieur-là, Julien Gonzalez. C'est énorme. Il y a même une histoire là où j'habite, dans le patelin où j'habite, oui, en plus, qui s'est passé il y a 50 ou 100 ans, je sais plus. Un jeune garçon qui a vu quelque chose d'extraordinaire. Voilà, comme par hasard. Parce que dans le Nord, il y a beaucoup de choses aussi. Il y a énormément de choses dans le Nord. J'ai vu au début, c'est énorme. C'est blindé aussi. Voilà, énorme livre, magnifique. C'est quand même le seul document historique sur les ufonautes paru en France à ce jour. Et oui, ça c'est un livre qui vaut largement le coup. Je vous le dis tout de suite. Administrateur, alors Monsieur Ali Attaba, administrateur au ministère du Travail et des Affaires sociales, déclare avoir vu l'objet de volant dans la nuit du 18 au 19 février alors qu'il se trouvait au port de Fouca avec un ami. Sur lui, cet objet flottait à la surface de la mer, à 1 km environ du port qui se trouve à 30 km du sud-ouest d'Alger. Si vraiment cet objet flottait sur les eaux, il y a de fortes chances pour qu'il ait été un OANI. Alors, base sous-marine extraterrestre.
John Navy aurait été capturé par des aliens avec son épouse et ses 2 enfants le 27 octobre 1974 près d'Avley, Essex, c'est-à-dire en Angleterre, lors de la régression hypnotique exercée sur sa personne en 1977. Ça me fait penser à Travis Walton, 75. D'ailleurs, ils ont fait un film qui était vraiment très bon, Far in the Sky. Elle a prétendu avoir reçu de ses ravisseurs plusieurs informations dont les suivantes. Petit 1, ces êtres sont sur la Terre depuis toujours. Bon, peut-être intraterrestres aussi, mais de toute façon, il y a de tout. Petit 2, ils ont plus d'une base chez nous. Ça, je ne suis pas étonné. Petit 3, ces bases sont dans nos mers et nos océans. Je ne suis pas étonné non plus. C'est là où il y a plus d'observations de toute façon. Petit 4, elles se trouvent dans les zones maritimes que nous appelons triangles. Oui, pour penser aux Bermudes. Évidemment, c'est surtout une allusion au triangle des Bermudes que nous évoquerons dans 2 autres chapitres. Et ce n'est pas par hasard si dans les années 70, plusieurs livres ont été publiés aux États-Unis sur ce sujet. Le problème, c'est que ces supposés extraterrestres mentent beaucoup trop souvent que pour qu'on puisse prendre leur révélation pour argent comptant. Aussi que nous conseillons aux lecteurs de ne pas trop accorder d'importance à ces révélations nous paraissant trop belles pour être vraies. Ben non, c'est exactement ça. Je suis désolé, ils ont une base chez nous, ils ont une base de façon partout. Hein, il y a même des bases où ils font des trucs horribles, hein, ça c'est dans le livre de Léon Dannan, autour des étoiles, des expériences horribles avec les militaires, bon bref. Non, il y a des bases aussi sous mer, c'est partout, même sous les montagnes, sous terre. Non, je ne suis pas étonné. Après, ils ont peut-être menti, oui, c'est possible, mais bon, quand même, non, c'est pour ce côté-là, je suis d'accord. Après, eux, est-ce qu'ils disent c'est vrai, hein, ils ont été vraiment enlevés, hein, ça je sais pas. Trop bref, alors là c'est trop bref, c'est toute petite histoire, toute courte. En Italie, des pêcheurs d'Ascoli Piceno distinguent le 30 mars 1976 un engin brillant en forme oblongue qui paraissait sortir de la mer. C'est tout ce qu'on a. Bon. Gigantisme, nouvelle histoire. Le chalutier soviétique Vassili Kessilev se trouvait en décembre 1977, soviétique. Hein, tout ce qui est russe, le russe, ça c'est les mêmes auteurs. Paulston In et Philippe Manton. Hein, c'est les mêmes. Oui, ça je l'avais fait des vidéos sur le russe. Peut-être que j'en ferai parce qu'il est magnifique celui-là aussi. Hein. Quand je leur note, souvent je fais tous les petits blocs-notes, tous les livres à noter, tous les trucs à faire, les vidéos, il y en a tellement. Voilà, qui se trouvait en décembre 1977 dans l'océan Arctique, le chalutier soviétique Vassili Kessilev, non loin de l'île Nové, Georgie. Résumé, l'équipage voit un spectacle extraordinaire. Sortant verticalement de la mer, apparaît un énorme objet en forme de beignet. Oui, beignet, un truc qui se mange. Son diamètre est estimé entre 100 et 500 mètres. Bon, c'est quand même assez large, hein. Ce qui est très loin d'être précis. Bah oui, il est resté un moment à survoler les eaux environ 5 km, on va dire 200 mètres, 250 pour être plus précis. Le radar du chalutier est tombé brusquement en panne à ce moment-là. L'engin est resté durant 3 heures à fureter au-dessus de ce secteur, puis il a disparu soudainement. Article de Paulston Hill, extrait de son livre cité en bibliographie. Bah, justement. Manque de détails. Retour en Italie le 24 octobre 1978 vers 9h. 2 pêcheurs, monsieur Fausto Ricci et Florindo Sansini, se trouvent à plus de 6 km au large de Grotamar. Ça fait pour ça, je sais pas, on en a marre, Grotamar, faut trouver un truc bon, qui rime. Ascoli Piceno. Ils aperçoivent brusquement un gros objet sombre qui sort de l'eau à 200 mètres d'eux. Il est estimé une longueur de 20 mètres. 30 secondes plus tard, le dit objet plonge à 10-12 de profondeur. 10-12 mètres, je sais pas. Relation un peu trop courte, il n'est pas précisé la couleur de l'objet, sa forme exacte, sa couleur, bah, il est peut-être translucide. Ça c'est polymorphisme, mimétisme, voilà, c'est Jean Sider, hein, il le dit très bien dans son livre. Hein. Il peut être translucide aussi, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Et n'est pas indiqué non plus s'il s'est élevé en l'air, ni quelle hauteur, ni comment ça plongeait entre 10 et 12 mètres, c'était bien ça. De profondeur a été déterminé. Nouvelles histoires, 3 x 3 égale 9. C'est l'histoire, 3 x 3 égale 9. Plusieurs autres cas du même genre se sont produits en Italie à la même époque. Celui-ci est le plus intéressant. Le 1er décembre 1978, vers 4h30 du matin, des pêcheurs dont M. Nicola Olivieri de Calogero Portora s'activent au large de Capo Mele Imperia et s'aperçoivent 3 objets blancs allongés très brillants. Commence fort, qui sortent de la mer, direct. 5 minutes plus tard, 3 autres objets jaillissent des flots. Et 5 minutes après cette deuxième éruption, 3 autres engins encore surgissent comme leurs prédécesseurs. Vous imaginez tous les objets qui sont sortis, hein, tous les 5 minutes. Hein. D'autres équipages ont distingué d'étranges lumières au large d'Arma d'Italia. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et ça, c'était 1978, 1er décembre.
Nouvelle histoire, Exit le plancton lumineux. Je crois que c'est la dernière. C'est la plus longue. De toute façon, elle va être assez rapide. Voici la preuve formelle montrant que la phosphorescence des faisceaux des roues sous-marines citées dans ce chapitre n'a strictement rien à voir avec le plancton lumineux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Connu sous le nom latin suivant Noctulina scintillant. J'allais dire Nosferatus, monsieur, ça n'a rien à voir. Traduction intégrale d'un rapport de mer publié sur une revue anglaise, extrait d'une revue scientifique. Le 29 avril 1982, dans la mer de Chine, le navire Siam rencontra, ou peut-être causa, le plus étonnant spectacle de phosphorescence marine qui dura environ 2h30. Un spectacle qui dure 2h30, sous l'eau. Énorme, en plus, hein, j'imagine. Le rapport initial fait 6 pages de long. 6. Avec 8 diagrammes, aussi seuls les faits majeurs peuvent être rapportés. Comme c'est souvent le cas, cette observation commença avec des bandes parallèles phosphorescentes, en 2 jeux, hein, qui se ruèrent vers le bateau à environ 40 miles, c'est-à-dire 64 km/h. Elle se trouvait entre 50 et 100 cm au-dessus de la surface de la mer, c'est-à-dire juste au-dessus, quoi, 1 mètre, hein, en gros. Puis les bandes se changèrent en 2 roues tournantes. Ensuite, une 3e roue se forma. Toutes 3 tournaient dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Hein, bah, moi, c'est comme ça, mais vous, à l'autre côté, quand je vais faire ça, je crois que ce ne sera pas la même moment. Voilà, on verra. Aux distances suivantes par rapport au navire à partir de leur centre, 300 mètres, 300 mètres et 150 mètres pour la 3e. Les rayons s'étendaient jusqu'à l'horizon. Cette représentation visuelle cessa pendant environ 20 minutes et recommença avec 4 jeux de bandes parallèles, lesquels se métamorphosèrent bientôt en 4 roues tournantes. Hein, c'est des sacrés planctons lumineux. Hein. Le radar des lumières visibles ont celle d'une lampe Aldis. Et les tours de l'hélice paraissaient ne pas affecter le spectacle. Peu après, un autre type de cycle est apparu, tache éclatante, circulaire, faite d'une brillante lumière bleu-blanc, encore une fois, bleu-blanc. C'est les couleurs que j'ai mis derrière. Hein. Comme par hasard, bon. Disséminées tout autour du bateau, mais à une distance de 150 mètres du bâtiment. Ces taches clignotaient non loin, simultanément avec le mouvement de l'hélice. Leur taille variait de 15 à 60 cm et on compta 114 clignotements par minute. Quand une lampe Aldis était braquée fermement sur les taches, rien ne se produisait. Quand la lampe clignotait, le système complet disparaissait pour réapparaître 2 minutes plus tard. Chaque tache semblait former de petits segments comme des verres d'une longueur de 2,5 cm, séparés de 2,5 cm. Ces segments étaient tous alignés perpendiculairement à un vecteur à partir du navire. Contrastant avec les bandes et les roues, il se situait à 5 cm sous la surface des flots. Des échantillons d'eau de mer ne révélèrent aucun organisme lumineux, seulement des petits animaux de quelques millimètres de long. La mer était calme et la visibilité excellente, bien qu'une activité électrique atmosphérique ait pu être remarquée aux alentours. Phosphorescence in China, say. Ces segments lumineux ressemblaient aux croissants tournoyants connectés parfois au radar. Citation en italique placée après la référence dans notre ressource. Bon, on s'en fout. Signalant que la revue Lumière dans la nuit, numéro 406 et 407 de 2012, a consacré un dossier particulièrement consistant sur les roues. Bah oui, il y avait déjà 6 pages, j'imagine, sur les roues lumineuses en mer et à partir d'une revue anglaise, The Marine Observer, publiée à Londres depuis 1924 par le Meteorological Committee Air Minister. Cela représente une extraordinaire multitude de témoignages. Bon, donc c'est pas du tout des trucs naturels, de plancton, de poissons, ce que tu veux. Ça n'a strictement rien à voir. On parle de bandes parallèles, des trucs énormes. Ça a duré 2h30. Bon. En part ça, c'est des plantes, c'est des sachets de plastique, c'est des gens qui jettent. Ouais, il y a toujours des explications. Alors, le problème c'est qu'il y avait aussi... Ah, peut-être que je continuerai, parce que là je viens de voir, je m'en souviens plus, il y a objet aquatique non identifié. Haute circonstance, et là c'est le 2. Le premier qui est fait en... J'ai fait en 4 longues vidéos quand même. Témoignage en mer. C'est le 1. Donc peut-être que je continuerai. Objet aquatique non identifié 2. Là c'était le 1. Témoignage en bordure de mer. Je pense que je vais continuer parce qu'il y a tellement de trucs. Alors je sais pas, à mon avis ça va être... Je vais vous le dire, mais je pense qu'il y aura encore moins 3-4 vidéos. Oh, il y a même des descriptions de dessins, c'est très intéressant, je m'en souviens plus. Boule verte plongeante, Ohani en Malaisie, boule grossissante,
pardon, grossissante, dans la mer du Nord, Ohani dans les lacs, retour sur les fausses fusées en 1946, pêche mouvementée, camping perturbé, ce n'est pas une farce, lanterne thaïlandaise, corps lumineux ravageur, cuvette d'aluminium poli. Il y a la totale. Il y a la totale. Et après, petit 3, c'est forces étranges dans les triangles des Bermudes, les avions. Alors là, je pense que j'en ai pour encore 10 vidéos faciles. Hein. Déjà, je vois d'avance. Au moins 10. Je coupe là, donc je reviendrai sur ce livre-là. Il y aura objet aquatique non identifié, mais là, c'est les autres circonstances. Le premier, c'était l'observation en mer. Hein. Témoignage en mer. Donc, il y aura encore des vidéos. Au moins 3-4. Hein, pour l'instant, après, je verrai. Je coupe là. Merci, à bientôt. Ça sera peut-être plus long en plus. Sans faire exprès. 4e vidéo. À la fin, je sais pas, il y aura peut-être pas beaucoup d'images. Ça va être dur à trouver des autres trucs. Il y aura peut-être 5-6 images, pas plus, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'écouter. Merci, à bientôt, à plus. D'ici 2 ou 3 jours. C'est très très intéressant ce livre. Je vous le dis, même le tome 1 est excellent. C'est très intéressant. Des avions, des voitures, des bateaux, n'importe quel truc qui se transforme en ovni, c'est un truc de dingue. C'est comme ça. C'est comme les hélicoptères noirs autour des mutations de bétail. On a dit que c'était militaire, en fait c'est pas militaire, c'est tout simplement non terrestre. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Comme ça, ils font croire que c'est militaire, ils font croire que c'est une secte. Voilà, faut faire croire que c'est une mutation de bétail alors que c'est pas du tout ça. Même s'il y a 2-3 cinglés qui coupent des oreilles, oui, mais c'est pas au point d'être précis avec du laser. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. Faut arrêter de prendre de... Bon. Voilà, je coupe. Merci. À bientôt. À plus.